Nicolaire, je suis enseignant au Centre national de formation en traitement de l'eau. J'ai été amené à rédiger en premier un mémoire que j'ai déposé au BAC il y a 1 an. Et suite aux événements qui ont eu lieu en Saskatchewan l'été dernier, il y a eu un déversement d'un oléoduc. Il y a 1 mois, j'ai été amené à déposer un second rapport d'ailleurs qui a été reçu aussi à l'Assemblée nationale par rapport justement aux incidents du déversement de pipeline en Saskatchewan. Si vous voulez bien, je vais vous lire quelques paragraphes des conclusions de mon rapport. Aucun tracé d'oléoduc en Amérique ne menace autant l'intégrité des écosystèmes aquatiques et les sources d'approvisionnement en eau de population que le projet Énergie-Est. Cet oléoduc serait le plus gros, le plus long, le plus toxique sur le pire des parcours imaginables, le long des rives de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. Les conclusions de l'Académie des sciences des États-Unis et les études le démontrent, la densité plus élevée du bitume dilué favorise sa migration dans toute la colonne d'eau et aggrave les risques de contamination pour les prises d'eau. Le déversement d'un oléoduc en Saskatchewan en 2016 met en évidence les risques que pose le parcours prévu de cet oléoduc au Québec. Ce déversement de bitume dilué a pollué dans toute la colonne d'eau, la rivière sur 500 km et nécessité la fermeture de 3 prises d'eau et touché plus de 70 000 personnes. Ici, en région métropolitaine de Gatineau ou Montréal, la vaste majorité des stations de purification de l'eau ne pourront compter sur aucune source d'eau alternative. Nos chaînes de traitement ne sont pas en mesure d'éliminer ces polluants. Après l'épuisement des réserves, on parle d'environ 6 à 24 heures au maximum, une rupture de l'approvisionnement en eau ou la distribution forcée d'une eau de mauvaise qualité seront des risques bien réels auxquels les populations d'ici seront exposées. Ce projet met à risque de façon inacceptable la sécurité des approvisionnements en eau de plus de 3 millions de Québécois. À titre d'enseignant affecté à la formation des opérateurs de stations d'eau du Québec, nous tenons à réaffirmer notre ferme opposition au projet d'oléoduc Énergie-Est. Donc, c'est un peu la conclusion de nos 2 mémoires présentés actuellement. Si vous pouvez juste préciser, vous avez mentionné un incident en Saskatchewan, sans nécessairement dire où exactement? Ah, c'est sur la rivière Saskatchewan-Nord, d'un pipeline de la compagnie Husky qui a laissé fuir 225 000 litres de bitume dilué. Puis ça a pollué la rivière sur 500 km. Ça a amené la fermeture de 3 centrales d'eau pendant 55 jours. Donc, nous, évidemment, on est inquiets pour qu'un incident comme celui-là autour de Montréal aurait des répercussions catastrophiques vu la population. On parle de 3 millions de personnes. Il y a 26 stations de purification ici autour de Montréal. Un incident majeur, un déversement majeur d'énergie-est aurait des impacts catastrophiques pour les citadins ici. Nous, on est avec Action Environnement Basse-Laurentide. On est un petit groupe d'environ 12 membres actifs depuis 2 ans qu'on existe. Et notre but, en fait, c'est évidemment de sensibiliser la population des Basses-Laurentides sur la venue possible d'Énergie-Est, mais aussi des menaces reliées au pipeline Enbridge 9B qui passe déjà dans la région et qui a été inversé. Le flux a été inversé en décembre 2015 et qui est à risque aussi parce que c'est un vieux pipeline désuet. Alors, il le répare, on voit les réparations, on suit ça de près, mais ça reste un risque. Alors, on offre des conférences dans différentes régions, dont ici ce soir. On a collaboré, on a aidé Québec solidaire à organiser le tout. On a fait aussi à Bois-des-Filions le 1er février. On a eu Richard Langelier, juriste et sociologue, qui est venu à Blainville en novembre. Et une autre qu'on a offert avec Éric Pinault, le piège Énergie-Est, à Saint-Jérôme en août 2016. Donc, dans 2 ans, on a réussi à faire 4-5 gros événements, organiser des autobus s'il y a lieu. On était présent à Bécancour la semaine dernière, M. Kadir était présent aussi, pour fêter le Jour de la Terre. En fait, c'était le lancement de la campagne « Vous ne passerez pas » du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Donc, on participe à ça. On est partenaire avec tous les organismes Coule pas chez nous, RVHQ, tout ce qui bouge, en fait, qui peut nous aider à faire de la sensibilisation auprès du public. On vous invite aussi, si vous avez le goût de vous investir en environnement, on va vous supporter, on va vous aider à former des petits groupes locaux. C'est ce qu'on a le plus besoin présentement, c'est d'avoir des groupes tout le long du pipeline pour être capable de se mobiliser le temps venu. Alors, c'est notre raison d'être ici ce soir. Bienvenue. Des millions d'idées. Voilà, des millions d'idées. Je vous remercie, Madame Lachapelle et M. Coder, de nous accompagner, parce que je comprends qu'en
en grande partie. L'événement de ce soir est organisé par Québec solidaire, donc je veux le remercier. Vous connaissez sans doute les positions de Québec solidaire depuis le début sur l'ensemble je dirais, de l'idée d'exploiter ou pas des hydrocarbures au Québec, que ce soit les gaz de schiste, que ce soit le pétrole, mais aussi toute la place du pétrole dans notre économie. Parce qu'il n'a échappé à personne qui a le moindrement étudié le dossier que ce pipeline-là, les deux pipelines, que ce soit TransCanada, que ce soit Enbridge, l'équation dans notre économie, la contribution à l'activité économique en termes d'emploi et même en termes de retombées financières pour le gouvernement est pratiquement nulle. Dans le fond, il s'agit d'immenses investissements dans l'Ouest canadien, dans lesquels sont partie prenante plusieurs grandes multinationales, mais également des intérêts françaises à qui s'est allié depuis plusieurs années Power Corporation et Power Financière à travers Total. Ce qui fait que cette filière-là, bien que les retombées et les bénéfices pour le Québec, si on n'avait que ça dans la tête, parce que ce n'est pas le seul motif pour lequel nous, Québec solidaire, on s'oppose à ça. Mais encore, s'il fallait que ce soit le seul motif sur lequel on repose notre jugement, est-ce que ça vaut la peine ou pas de passer ces oléoducs, ou simplement de faire passer les oléoducs sur train actuellement qui dévastent notre territoire et qui mettent en danger notre territoire. Si c'était le seul argument, même cet argument-là ne résiste pas à l'examen. Les seuls qui en bénéficieraient véritablement, c'est les détenteurs de capitaux et d'actions d'immenses conglomérats financiers à la tête de laquelle on trouve Power Corporation. Or, le problème pour le Québec, c'est que Power Corporation dispose d'immenses capacités de lobbying et d'influence sur les divers gouvernements. On le voit au niveau fédéral, mais au niveau du Québec. Il suffit de rappeler qu'au service de Power Corporation, on trouve Marc Bibot, qui est dans les nouvelles ces derniers jours. On retrouve Daniel Johnson, qui travaille pour la firme d'avocats McCarthy Tétrault. Et on trouve Jean Charest, ex-premier ministre du Québec, qui aussi fait les manchettes et sous enquête criminelle actuellement pour abus de confiance dans l'utilisation des fonds publics. Donc tout ça fait en sorte que, malheureusement, le peuple québécois voit passer à travers de sa gorge d'immenses projets pétroliers, les uns dans les oléoducs, les autres dans les trains à n'en plus finir qui transportent le pétrole, ou les permis d'exploitation qui sont donnés un peu partout. Québec solidaire s'est opposé à l'inversement d'Enbridge. On était les seuls. Pour ceux et celles qui ont suivi ça, vous rappelez qu'il y a eu une consultation bidon qui nous a forcé, nous, à déposer un rapport de commission dissident, parce que tout le reste des autres partis présents, la CAQ, le Parti libéral et le Parti québécois qui est au pouvoir, ont émis un rapport favorable. Nous, on a dit non, ce n'est pas dans l'intérêt du Québec, exactement pour les mêmes raisons qui ont été mentionnées par M. Coder en termes de danger, mais aussi parce que les citoyens, comme Mme Lachapelle l'a rappelé, dès ce moment-là, étaient opposés à ce genre de projet. Aujourd'hui, on n'est pas plus d'accord, évidemment, avec le projet TransCanada Énergie Est, sans oublier qu'il y a aussi des intérêts directement de la mafia qui sont impliqués dans ça. Je rappelle pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est dans le rapport de la Commission Charbonneau, dans le premier chapitre, lorsque la Commission Charbonneau aborde toute la question de la mafia, on apprend qu'une des raisons principales qui liait la famille Rizzuto à la tête de la mafia et Tony Accurso, qui avait toutes sortes de, je dirais, de leviers d'influence sur les pouvoirs publics, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, c'était l'intérêt que portait la mafia dans les entreprises de construction de pipeline. L'infrastructure intéresse, exactement comme l'infrastructure routière, l'infrastructure du pétrole, notamment les pipelines, la construction des oléoducs, intéresse fortement la mafia depuis des années. Et à travers des compagnies écrans aux États-Unis, Tony Accurso continue d'exercer une influence sur Bannister, qui est impliqué dans la fabrication, j'imagine que vous connaissez, un des 3 ou 4 plus importants fabricants. Ça a changé de nom, mais ça demeure
à travers des firmes écrans sous contrôle de la mafia. Donc on a la terrible situation que l'intérêt public est mis à mal, les sources d'approvisionnement en eau de notre territoire sont menacées, les citoyens du Québec ne toucheront pas les bénéfices ni les retombées, ni en termes de rente pétrolière, ni en termes d'emploi de tout ça. On ne prend que les risques et des choix mal avisés, alors qu'il y a des alternatives. Québec solidaire, dès 2014, Clotilde s'en rappelle, plusieurs des candidates de Québec solidaire à diverses époques qui sont ici avec nous s'en rappellent, on a mis de l'avant un projet, disons, ambitieux de transition énergétique, tablant sur un vaste investissement sur le transport collectif et les transports électriques pour sortir le Québec de la dépendance au pétrole. On peut discuter du nombre d'années que ça peut prendre, 10 ans, 15 ans, mais on est d'avis qu'on peut réduire presque à nul les besoins du Québec en pétrole à terme. C'est une véritable transition énergétique dans laquelle il y a beaucoup d'emplois. Pour terminer, je voudrais dire qu'au Québec, sur les 10 dernières années, on sait que 3 secteurs sont les plus créateurs d'emplois dans l'ordre. Parce que souvent, les gens entendent parler de construction, mais ce n'est pas la construction qui vient en premier. Dans l'ordre, c'est l'agriculture, modèle ferme familiale. Pour chaque dollar que le gouvernement investit, que ce soit le gouvernement, que ce soit, je veux dire, un investissement privé. L'investissement d'$1 dans le secteur ferme, modèle familial, crée le plus d'emplois. En 3e rang, c'est la construction, ce qu'on attend habituellement. La construction va bien, l'économie va bien. Mais entre les deux, il y a quoi? Il y a les transports collectifs. À l'étape de la construction et du développement, mais aussi à l'étape du maintien. Donc, il est évident que l'intérêt du Québec, que ce soit pour sa sécurité en approvisionnement en eau, que ce soit l'intégrité de son territoire, ses terres agricoles, ou que ce soit ses emplois, l'intérêt du Québec réside ailleurs que dans le pétrole, réside ailleurs que dans TransCanada Énergie. J'ai oublié de m'identifier à Amir Kadir de Québec.